Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment construire les classes de risque par la méthode des bandes de score. Dans cette vidéo, nous allons passer à présent au sujet du calibrage des probabilités de défaut. Cette étape s'appelle la quantification du risque. Il s'agit de calibrer une courbe de probabilité de défaut par classe de risque, c'est-à-dire d'attribuer à chacune des classes de risque un paramètre de risque, appelé la probabilité de défaut. Ce calibrage est réalisé sous contrainte. Bien évidemment, la courbe de probabilité de défaut doit être une fonction croissante avec le risque, c'est-à-dire que la probabilité associée à une classe de risque doit être supérieure à la probabilité de défaut associée à la classe de risque qui la précède, ayant moins de risque. Deuxième contrainte, les intervalles de confiance ne doivent pas être superposés. Nous reviendrons sur cette contrainte ultérieurement, mais de manière synthétique, il s'agit de dire que la borne basse de l'intervalle de confiance de la classe la plus risquée doit être supérieure à la borne haute de la probabilité de l'intervalle de confiance pour la classe moins risquée venant juste avant. Alors il y a trois méthodes de calibrage. Tout d'abord, l'approche prudentielle, qui consiste à calculer une moyenne de long terme des taux de défaut et à leur ajouter une marge de prudence. La deuxième approche, c'est le fit de la courbe CAP ou de la courbe ROC qui permet, comme nous le verrons, de déduire les probabilités de défaut. Enfin, la troisième méthode est la méthode dite des quasi-moments. Commençons par l'approche réglementaire qui consiste, comme je viens de le dire, à calculer la moyenne de long terme, qu'on appelle la Long Run Average, LRA, plus marge de prudence. Le régulateur bancaire veut évidemment s'assurer que les probabilités de défaut sur un horizon d'1 an, pour chaque grade, seront prudentes par rapport aux observations. Les observations étant la moyenne de long terme des taux de défaut annuels. De plus, le régulateur demande à ce qu'il y ait plusieurs marges de prudence. Tout d'abord, une marge liée à l'incertitude statistique de la situation. Toute estimation est entachée d'erreurs statistiques, et pour éviter un sous-conservatisme, la probabilité de défaut retenue in fine doit intégrer une marge de prudence correspondant à cette erreur statistique commise dans l'estimation. Deuxièmement, il y a la marge liée à l'incertitude sur la qualité des données. Les données manquantes, par exemple. Ainsi, la probabilité de défaut pour le grade numéro I est la somme de trois termes. La Long Run Average, pour le grade numéro I, l'intervalle de confiance pour le grade numéro I, et la marge au titre de la qualité de données pour ce même grade numéro I. Alors supposons que nous observions un nombre de défauts xi sur le grade numéro I, grade ayant une population ni, et appelons pi chapeau égale xi sur ni, la probabilité de défaut estimée, empirique, sur le grade numéro I. Si je néglige les incertitudes au titre de la qualité de données, c'est-à-dire que la marge au titre de la qualité de données est égale à 0, alors la probabilité de défaut pour le grade numéro I est égale à pi chapeau plus k fois racine de pi chapeau 1 moins pi chapeau sur ni. Et ce terme-là, vous le reconnaissez, il s'agit de l'écart type de l'estimateur pi chapeau pour une population ni d'après la formule de Wald. Le coefficient k détermine la largeur de l'intervalle de confiance, c'est-à-dire le niveau de confiance auquel on se situe. Si on se situe sur un niveau de confiance de 95%, le facteur k pour un intervalle de confiance bilatéral est égal à n-1 de 1 moins alpha sur 2, c'est-à-dire n-1 de 2,5. Cela fait environ 1,96. Voici ce que donne cette courbe PDI en fonction du nombre de défauts XI. Pour une population NI égale à 1000, nous obtenons cette courbe pour K égale 1,96. Je vous ai parlé tout à l'heure d'une contrainte qui consistait en une absence de recouvrement des intervalles de confiance, d'un grade par rapport au grade précédent. Je vais illustrer tout de suite de quoi il s'agit. La première inégalité reprend de manière générale la contrainte de non-superposition des intervalles de confiance. Passons à la deuxième inégalité,
Supposons que j'ai ici l'estimateur PI chapeau de la probabilité de défaut pour le grade numéro I et l'estimateur PI plus 1 chapeau pour le grade I plus 1. Le terme de gauche représente la borne supérieure de l'intervalle de confiance pour la probabilité de défaut du grade I dans la limite d'un intervalle de confiance gaussien. De même, le terme de droite représente la borne basse de l'intervalle de confiance de la probabilité de défaut du grade I plus 1. Comme nous le verrons, cela induit un certain nombre de contraintes sur le nombre de grades. Ainsi, j'ai représenté pour une population de 1000 dans chacun des grades ce que donnerait une échelle de probabilité de défaut qui satisferait la contrainte que nous venons de voir à l'instant. Amorçons la récurrence en posant que la probabilité de défaut du grade 1 est de 1 point de base, soit 0,01%. Nous calculons par récurrence la valeur P de chapeau, qui est telle que P de chapeau moins K fois racine de P de chapeau 1 moins P de chapeau sur N est égal à P1 chapeau plus K fois racine de P1 chapeau 1 moins P1 chapeau sur N. Ce que j'exprime par cette contrainte, qui est exactement l'inégalité de la slide précédente pour I égale 1, c'est que je calcule la valeur de P de chapeau telle que l'intervalle de confiance de P de chapeau ne se superpose pas avec l'intervalle de confiance de P1 chapeau, mais arrive de manière pile adjacente. J'ai donc P de chapeau qui est défini en fonction de P1 chapeau, et j'ai une suite récurrente, PI chapeau, que je peux écrire de manière à ce que tous les intervalles de confiance successifs ne se superposent pas, mais soient exactement adjacents les uns aux autres, et cela me donne une suite récurrente que je peux résoudre. Je vous invite à retrouver ces résultats en exercice. Vous voyez ici, je peux calculer P de chapeau aisément, puisqu'il s'agit d'une équation du second degré. Si je connais P1 chapeau, eh bien je connais P de chapeau en résolvant ce trinôme. Nous voyons que les probabilités de défaut croissent extrêmement rapidement, et en particulier dès le deuxième grade. La probabilité de défaut étant égale à 52 points de base, 0,52%. Ainsi, notamment pour les premiers grades, la contrainte que les intervalles de confiance doivent être adjacents impose une croissance des probabilités de défaut extrêmement rapide. Et donc cela signifie que le nombre de grades dans une échelle de classe de risque va être nécessairement limité pour le risque de crédit. Typiquement, toutes les probabilités de défaut sont inférieures à 20 ou 30%. Et donc vous voyez qu'ici, avec seulement 10 grades, j'arrive tout de suite à ce niveau de 30%. Donc il n'est pas nécessaire, en théorie, d'avoir une échelle à 19 grades. Si j'avais 19 grades, comme le font les agences de rating, les intervalles de confiance seraient nécessairement superposés. Imposer que les grades ne se superposent pas induit un nombre limité de grades dans les échelles de notation. Passons à présent à la deuxième approche de calcul de la probabilité de défaut, cette approche étant réalisée par le fit de la courbe CAP. Cette méthode est due à Van der Burgt, et il a créé cette approche pour des portefeuilles avec peu de défauts, ce qu'on appelle les low default portfolios. En effet, pour les portefeuilles ayant peu de défauts, la courbe CAP est une courbe en escalier de ce type, comme vous voyez sur le schéma, qui est tout à fait discontinu. Van der Burgt a proposé une méthode d'interpolation de fit exponentielle de la fonction CAP. La fonction f de x est une fonction à un paramètre, le paramètre k, et cette fonction est une fonction exponentielle. Elle interpole correctement puisqu'elle vaut 0 en x égale 0 et 1 pour x égale 1. L'idée de Van der Burgt a été d'utiliser ensuite la relation que la dérivée de la fonction CAP était égale à la probabilité de défaut en fonction de x, et de même, on sait que l'accuracy ratio est liée à l'intégrale de la fonction CAP, c'est-à-dire l'aire interceptée par la courbe CAP au-dessus de la première diagonale. Van der Burgt a calculé le coefficient k de la fonction de fit simplement par résolution numérique par la méthode des moindres carrés, et il a donc minimisé l'écart quadratique entre les points de la courbe. Il y a une autre façon qui est encore plus simple de trouver le paramètre k et qui va donner une valeur légèrement différente. Mais les ordres de grandeur vont être les mêmes. C'est d'utiliser justement le fait que l'accuracy ratio est égal à l'aire interceptée par la courbe de Van der Burgt. Et ainsi, si on connaît l'accuracy ratio, eh bien, on connaît la valeur de k. Le calcul de cette intégrale nous donne une relation approchée.
On peut avoir la relation exacte, mais une relation approchée est ici largement suffisante. Cette formule est très simple. K est environ égal à 2 sur 1 moins accuracy ratio. Je connais l'accuracy ratio, je connais K. Je connais K, je connais la fonction de Van der Burgt, et par dérivation, j'en déduis que la probabilité de défaut pour l'emprunteur correspondant au rang X dans le portefeuille est égale à la dérivée du fit de Van der Burgt de la fonction cap. Alors, voilà ce que cela donne. Je vous ai illustré ici la courbe cap en vert et le fit de Van der Burgt par la courbe rouge. La troisième méthode est la méthode de calibrage par les quasi-moments, ou méthode QMM en anglais, Quasi-Moment Method. Le point de départ est le nombre de grades et la population de chaque grade. Nous connaissons également le moment d'ordre 1, qui est la probabilité de défaut moyenne sur le portefeuille, et nous connaissons l'accuracy ratio, qui est, comme nous le verrons juste après, un terme quadratique, mais distinct de l'ordre 2. C'est ce qu'on appelle le quasi-moment d'ordre 2. Nous estimons alors une fonction PDI, indépendante de 2 paramètres ajustés pour redonner le moment d'ordre 1 et le quasi-moment d'ordre 2. Nous avons donc 2 équations avec 2 inconnus, qui sont les 2 paramètres. Les 2 équations décrivent, premièrement, le quasi-moment d'ordre 1, deuxièmement, le quasi-moment d'ordre 2, c'est-à-dire l'accuracy ratio. Rentrons à présent dans les détails. Le moment d'ordre 1, c'est la probabilité de défaut moyenne sur le portefeuille. Si je prends les notations précédentes, et que j'appelle xi le nombre de défauts pour le grade i, la somme des xi, c'est la somme de tous les défauts sur l'ensemble du portefeuille. Et si je divise par n, la population totale du portefeuille, j'obtiens la probabilité moyenne de défauts observés sur le portefeuille. Le quasi-moment d'ordre 2, c'est l'accuracy ratio. C'est aussi la probabilité que le rating d'un emprunteur en défaut soit meilleur que le rating d'un emprunteur en survie, moins la probabilité inverse, c'est-à-dire que le rating, ou la classe de risque, j'emploie les 2 termes indifféremment, pour un emprunteur en défaut, soit meilleur que le rating d'un emprunteur en survie. La deuxième égalité s'obtient en observant que la probabilité que le rating soit RD soit supérieur à RND est égal à 1 moins la probabilité que le rating RD soit inférieur ou égal à RND. Et lorsque ces distributions sont discrètes, bien évidemment, la probabilité d'égalité est strictement positive. On peut alors calculer en fonction de xi, de ni et de x. X, je rappelle, c'est la somme des xi, c'est-à-dire le nombre total de défauts, et n, la population totale du portefeuille sur l'ensemble des classes de risque, c'est-à-dire les classes de risque pour i égale 1 à k. La probabilité que RD soit égal à RND, qu'est-ce que c'est? C'est égal à la probabilité que le rating d'un emprunteur en défaut soit égal à i, cette probabilité étant égale à xi sur x. J'ai xi défauts dans le grade i, x défauts au total, xi sur x, c'est la probabilité que le rating d'un emprunteur en défaut soit dans le grade i. De même, ni moins xi sur n moins x, c'est le nombre d'emprunteurs en survie dans le grade i, divisé par le nombre total d'emprunteurs en survie, et donc c'est bien égal à la probabilité que le rating d'un emprunteur en survie soit égal à i. Le produit des deux, c'est la probabilité que RD soit égal à RND. C'est égal au grade numéro i, et en sommant sur l'ensemble des valeurs des grades, je calcule bien ici la probabilité totale que RD soit égal à RND. Je fais le même raisonnement pour la deuxième probabilité ici. La probabilité que le rating d'un emprunteur en défaut soit J est égale à XJ sur X. La probabilité que le rating d'un emprunteur en survie soit égal à I, c'est Ni-XI sur N-X. Donc la probabilité que RD soit égal à J et RND soit égal à I, et que J soit égal ou inférieur à I, c'est bien la somme de ces produits pour tout J égale de 1 à I-1. C'est-à-dire J strictement inférieur à I. Maintenant que j'ai sommé sur toutes les valeurs de J strictement inférieures à I, eh bien, je somme sur toutes les valeurs de I allant de 1 à K, mais évidemment, le premier terme vaut 0, puisque pour I égale 1, la deuxième somme va de J égale à 1 à J égale à 0, donc ça vaut 0.
Donc je commence bien la somme de I égale 2 à K, et cela me donne la probabilité totale que RD soit strictement inférieur à RND. On peut calculer l'accuracy ratio, qui est la somme de ces termes, un peu compliqués, mais finalement, qui ne sont que des termes quadratiques en XI. C'est ce qu'il faut retenir. Rappelez-vous, pour la première équation, le moment d'ordre 1, un terme linéaire en X, donc j'ai bien une première équation linéaire ici. Une deuxième équation que j'appelle quasi-moment d'ordre 2 et qui est quadratique dans les XI. Prenons une hypothèse sur la fonction de lien entre la probabilité de défaut et le rating, ou la classe de risque. Supposons que la probabilité de défaut d'un emprunteur de rating R soit une fonction logistique, c'est-à-dire avec deux paramètres. Un paramètre qui vaut alpha et un paramètre qui vaut bêta. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il s'agit d'une fonction logistique ici, c'est-à-dire à deux paramètres, alpha et bêta. Voilà donc, en calculant les probabilités que nous venons de voir, pour les premiers moments, le moment d'ordre 1 et le quasi-moment d'ordre 2. J'ai ici deux équations et deux inconnus, alpha et bêta. Cela se résout numériquement et je vous ai mis ici le résultat. Pour des cibles de portefeuille avec un taux de défaut moyen à 5%, un accuracy ratio à 60%, j'ai pris ici 5 grades avec des populations respectivement de 100, 200, 200, 200 et 100. Des nombres de défauts observés 0, 1, 1, 20, 20. Ce que me donne la méthode des quasi-moments, voyez-vous, c'est une répartition des probabilités de défaut par grade, finalement, qui est assez lisse et qui va de 0,25% à quasiment 20%. Et c'est ça l'intérêt de la méthode des quasi-moments, c'est de produire des probabilités de défaut, évidemment monotones par classe de risque, mais aussi relativement bien lissées, le long de l'ensemble des classes de risque. Alors, résumons-nous. Il y a plusieurs méthodes de calibrage, dont une est préférée par les régulateurs bancaires, c'est-à-dire la long run average plus marge de conservatisme ou marge de prudence. La deuxième méthode, initiée par Van der Burgt, consiste à faire un fit de la courbe CAP. On peut très bien avoir des méthodes de fit de la courbe ROC également, c'est une alternative, et une fois le fit réalisé, eh bien on déduit les probabilités de défaut à partir des courbes CAP ou des courbes ROC fitées. Enfin, la troisième méthode est la méthode des quasi-moments, méthode qui permet à partir d'observations de défauts par classe de risque, de réaliser un fit des probabilités de défaut par classe de risque. Un fit logistique a deux paramètres satisfaisant deux équations, une équation sur le taux de défaut moyen du portefeuille et une deuxième équation sur la validité du modèle, c'est-à-dire la valeur de l'accuracy ratio qui mathématiquement s'exprime comme un quasi-moment d'ordre 2. En résolvant ces deux équations à deux inconnus, nous en déduisons une courbe lissée de probabilité de défaut par classe de risque.